Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Ici on parle transition écologique, responsabilité sociale et sociétale des entreprises. On démontre tous les jours que business et engagement sont compatibles. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien? Très bien et vous? Alors on peut attaquer le sommaire de cette émission. L'invité, ça va bien parce que je n'ai pas répondu. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Baptiste Pacou, le directeur général de Neoxia, un industriel du numérique qui développe le mécénat de compétences. On va découvrir juste après ces titres de quoi il s'agit. On va découvrir comment mourir durablement. Qu'est-ce que ça veut dire, les services funéraires durables, responsables? C'est le débat du jour. Et puis dans Smart Ideas, on découvrira Botaki, une box qui reconnecte les enfants à la nature. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Baptiste Pacou, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes donc le directeur général de Neoxia. Question d'actualité, on ne peut pas y couper malheureusement. Reconfinement dans une entreprise de services informatiques. J'imagine que le télétravail fait partie des usages. Est-ce que malgré tout ce reconfinement va bouleverser un peu votre organisation? Alors évidemment que dans une boîte de services comme la nôtre, avec en particulier une population assez jeune, qui est très au fait des nouvelles technologies, on a la capacité depuis longtemps à activer le télétravail. Donc dès la première phase de confinement, les choses se sont bien passées et on est sans doute prêt à réenclencher très facilement les choses pour cette nouvelle phase. Après, on a conscience que voilà, c'est pour notamment, on pense nous, aux plus jeunes de nos collaborateurs et de nos collaboratrices qui sont dans de petits espaces, parfois seuls, une étape qui n'est pas forcément agréable à vivre. Comment vous faites? Vous l'imposez, vous imposez, je ne sais rien, 4 jours sur 5, vous laissez un peu de marge de manœuvre? Comment ça? Parce que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, ça. Oui, alors il est de notre responsabilité, et c'est ce qu'a demandé le gouvernement et le président de la République, de mettre en place de manière très significative le télétravail, puisqu'on est en capacité de le faire. Donc on va le faire et on va l'imposer. Après, pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas les bonnes conditions pour travailler chez eux, on permettra, via des dérogations, de venir éventuellement au bureau, puisqu'on a l'espace et on a préparé aussi notre espace de travail pour accueillir les gens dans de bonnes conditions, mais ça sera à la marge. Alors parlons de Neoxia, vous vous définissez comme un industriel du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un industriel du numérique, déjà c'est une entreprise qui est capable de démontrer d'une expérience concrète, et Neoxia est né en 2000, donc on a 20 ans d'expérience. On aurait d'ailleurs aimé fêter nos 20 ans différemment. C'est pas la meilleure année pour fêter son anniversaire. On est d'accord. Comme dirait Emmanuel Macron, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui, c'est clair. Mais donc c'est à la fois être capable de justifier de ces expériences et de les mettre à disposition d'entreprises pour lesquelles le numérique est somme toute assez nouveau. C'est encore le cas ? Ça, on peut dire que c'est encore nouveau, le numérique, dans certaines entreprises. La notion de nouveauté, alors évidemment que ça fait partie des sujets qui sont sur toutes les lèvres depuis de nombreuses années. Donc la nouveauté, c'est pas la découverte, mais dans la mise en œuvre de souvent cette transformation numérique, il y a une question de maturité, de capacité qui est souvent absente et qui justifie de faire appel à des sociétés comme les nôtres pour finalement apporter, greffer des compétences à l'organisation et l'aider à engager réellement cette transformation. Voilà, c'est ça concrètement. Donc vous aidez les entreprises à se transformer d'une manière numérique du coup, et ça se traduit comment? Avec des nouvelles compétences, c'est ça? Tout à fait. Alors, nous, on va avoir au sein de l'entreprise des collaborateurs et des collaboratrices qui sortent de grandes formations, de très grandes écoles d'ingénieurs, etc. et qui vont être en capacité sur des sujets d'assez haut niveau d'apporter des expertises qui sont assez rares sur le marché, des expertises dans le domaine du cloud, des expertises dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle et des expertises justement dans tout ce qui va être développement de tous ces nouveaux assets numériques qui sont absolument stratégiques pour les organisations qu'on accompagne. Et vous avez décidé là depuis le début de l'année de communiquer sur votre stratégie RSE. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en avait pas avant, en 20 ans d'existence ?
La réponse est oui, il n'y en avait pas de stratégie. Il y avait des initiatives. Ces initiatives, elles étaient très peu cadrées. Elles étaient assez mal, justement, diffusées à l'intérieur de l'entreprise, donc peu connues des collaborateurs et des collaboratrices, et finalement absolument absentes dans notre communication vers l'extérieur. Et donc on a décidé de vraiment prendre le taureau par les cornes en début d'année et de lancer une démarche très participative pour créer une stratégie et emmener l'organisation dans ce chantier-là. Participatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait une consultation. D'ailleurs, vous êtes combien de salariés chez Neoxia? Alors, on est 180 chez Neoxia et en fait, on a décidé de ne pas faire de la stratégie RSE, une stratégie top-down avec des choix qui sont faits. Voilà, on va s'engager sur tel type d'action et puis on va derrière communiquer là-dessus au sein de l'organisation. On a plutôt souhaité prendre le pouls de l'organisation sur ce qui semblait pour les collaborateurs et les collaboratrices le plus sensé, le plus urgent peut-être aussi à mettre en place comme action. Et donc on a récolté déjà un premier tour de retour de la part de nos collaborateurs et collaboratrices qui nous a permis d'identifier le sujet du mécénat de compétences comme le premier sujet, la première thématique sur laquelle il fallait qu'on s'engage. C'est quoi le mécénat de compétences? Ça veut dire quoi? Mécénat de compétences, pro bono, c'est apporter les compétences qui sont celles qu'on apporte habituellement à des organisations qui sont en moyen de les payer, qui ont les moyens de les payer, d'apporter ces compétences à des organisations qui vont en bénéficier de manière gratuite. Donc on ne va pas facturer notre temps, pour être très concret. Et on va travailler du coup pour des associations, des ONG qui ont besoin de nous sur nos compétences. Donc pour elles aussi développer des assets numériques qui vont être très importants pour elles. Alors est-ce qu'on peut justement rentrer dans le détail peut-être avec des noms d'associations pour lesquelles vous développez ce mécénat de compétences? Alors tout à fait, on a là aussi à travers cette démarche que j'appelais collaborative, participative, identifié un certain nombre de projets. On a fait voter les gens et on en a extrait deux sur lesquels on voulait s'engager très concrètement et on l'a fait depuis le mois de juillet 2020. Donc c'est assez récent. Mais notre engagement dès le mois de juillet a été assez significatif. C'est-à-dire qu'on a apporté vraiment, non pas une compétence comme c'est parfois le cas, diluée. Donnez-nous les noms. Quelle association? Le réseau Entourage, donc, qui œuvre pour recréer du lien social avec les personnes qui sont dans la rue, qui a notamment une plateforme qui marche très très bien à Paris pour faire en sorte que on puisse apporter du soutien par différents leviers. Par téléphone, du coup, pour ces gens-là qui sont dans la rue? En fait, on va pouvoir trouver une personne qui est dans notre quartier et comprendre quel type de besoin elle a. C'est Linked Out, la plateforme, c'est ça? Linked Out, c'est effectivement la plateforme sur laquelle on a travaillé. La plateforme entourage.social, c'est leur asset numéro 1. D'accord. Et Linked Out, effectivement, est une autre plateforme avec une dimension retour vers l'emploi pour des personnes qui sont à la rue et qui veulent retourner vers l'emploi. Et donc, Linked Out est une plateforme qui va beaucoup faire de bruit là, puisqu'ils ont un bateau sur le Vendée Globe, la course au changement. Et ils sont venus ici, donc formidable. On sait. Et en fait, voilà, nous, on apporte des compétences pour que cette plateforme, elle soit au niveau attendu et qu'elle puisse à la fois répondre à l'attente principale qui est de faire retourner vers l'emploi les 80 personnes qui sont dans la promotion Linked Out qui a été lancée, et puis que toutes les sociétés qui vont potentiellement proposer des emplois à ces gens puissent accéder à la plateforme correctement. Et donc ça, c'est du temps bénévole de vos salariés pour faire ces missions de mécénat de compétences. Comment vous organisez avec le temps de travail de vos salariés pour qu'ils puissent se dégager justement du temps libre? Là, on a identifié complètement en fait une équipe avec un ensemble de compétences qui allait être dédiée à ce projet et dont c'était le projet à temps plein. D'accord. Et vous mobilisez une partie de vos salariés pour ces missions-là. Exactement. Et l'autre association, qui est une ONG initialement américaine, qui s'appelle Pantera, qui a une antenne en Europe, qui est assez peu connue, mais qui est
très engagée dans la protection des félins. Elle aussi, on a mis à disposition là beaucoup de compétences sur la partie data engineering, data science, pour les aider. Ils collectent énormément de photos liées aux pièges photographiques qu'ils ont partout sur le terrain et on les aide à utiliser intelligemment ces données, à créer de la valeur, à potentiellement détecter des individus, donc reconnaître un léopard A d'un léopard B. On les aide à... Donc c'est de la reconnaissance tout à fait. faciale en quelque sorte. Quoi. C'est ça. Je ne sais pas si on peut employer le terme pour des fauves. Si, c'est ça. Ouais. En fait, chaque félin va avoir dans son pelage l'équivalent d'un code barre qui fait de lui un individu unique. Et donc on essaye, et on a déjà des résultats assez probants là-dessus, de les aider à reconnaître ces félins et du coup, dans leurs travaux de recherche, ça peut énormément apporter. Puis un autre cas, par exemple, sur la reconnaissance d'image, c'est pour un piège photographique qui va détecter un humain qui n'est pas censé être là, c'est un braconnier. On va pouvoir déclencher une alerte et des patrouilles qui sont en proximité vont pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc il y a un effet de dissuasion qui est très très fort. Mais ce mécénat de compétences, parce que j'imagine que quand vous dédiez comme ça une équipe complète, en l'occurrence pour aider le réseau entourage à améliorer son offre informatique, ça dure combien de temps ? C'est une mission ponctuelle, quelques semaines, quelques mois, ou alors c'est un engagement de longue durée ? Alors, l'idée avec ces associations-là, c'est plutôt de s'engager dans la durée, mais avec finalement des forces de frappe qui vont être plutôt, elles, temporellement bien définies. Typiquement, entourage, de juillet jusqu'à, on va dire, fin octobre, c'est vraiment une équipe dédiée. Puis là, on va avoir une période de pause. Et ça a un impact économique énorme, du coup. Bien sûr. C'est vraiment un choix, c'est un investissement qu'on décide de... Ouais. Bien sûr, c'est un investissement qu'on décide de faire. On pense qu'il y a une vraie valeur pour nous à faire ça, notamment parce que ça montre réellement, dans les valeurs que Neoxia porte, une dimension sociale et environnementale qui est très concrètement mesurable. En termes d'engagement pour nos équipes, c'est très significatif. C'est des projets évidemment qui font beaucoup parler en interne et sur lesquels on crée beaucoup d'adhésion et puis sur lesquels on va pouvoir communiquer et notamment auprès d'une jeune génération qui arrive sur le marché du travail qui est très sensible sur ce sujet-là. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste Pacou. À bientôt sur Bismart. Tout de suite cette question dans Smart Impact. La mort, c'est vraiment durable ? Notre débat du jour s'intéresse à la mort écologique. Est-ce que les deux sont compatibles ? Est-ce que les services funéraires peuvent être responsables ? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, un invité en plateau, Gauthier Caton. Vous êtes directeur général du groupe Caton, diplômé en droit funéraire, membre du conseil d'administration de l'UDIF, qui est la formation qui traite des formations dans le domaine funéraire. Et vous êtes également porte-parole de la CPFM, première fédération patronale du secteur funéraire. Merci d'être avec nous. Merci à ce vous. matin. Merci de me recevoir. Vous n'êtes pas seul, on a quelqu'un également en visio. Bonjour Michel Cavenic. Bonjour. Vous êtes président fondateur de l'Association française d'information funéraire. Merci d'être avec nous également. Pour parler de cette question, Gauthier Caton, est-il possible de concilier mort et écologie ? Alors tout d'abord, oui, il est possible, mais je tiendrai à commencer par le débat, par le fait qu'il ne faut pas non plus culpabiliser les familles de l'impact environnemental sur les obsèques. Les obsèques sont déjà une démarche très lourde pour une famille, et l'impact environnemental ramené à la période de vie d'une personne est assez faible. Absolument, finalement. Mais de toute façon, dans Smart Impact, on n'est pas là pour culpabiliser les gens, on met en avant des initiatives constructives, mais on aimerait d'abord, avant de parler des solutions, peut-être parler du problème, en quoi mourir est polluant finalement. Alors il y a plusieurs aspects qui polluent. Le premier est le transport des défunts. Donc on est sur l'impact des véhicules, comme tout mode de transport aujourd'hui en France. Donc des fabricants de corbillards commencent à produire des véhicules funéraires électriques. Donc on va commencer à pouvoir s'équiper de ce type de véhicule. Ensuite, il y a la pratique des soins de conservation sur le corps, donc des produits injectés dans le corps, qui peuvent être des produits, donc une fois l'inhumation faite, se diluer dans les nappes et potentiellement avoir un impact. Puis ensuite, il y a les produits consommés pour les obsèques, le cercueil, le capiton et tous les ornements en général, dont la marbrerie. Et également, quand les familles font le choix de la crémation, l'impact carbone d'un four crématoire.
Il y a aussi les médicaments que peuvent ingérer l'individu qui meurt. Tous les qui peuvent traitements être, médicamenteux, ça peut être chimiothérapie, toxique aussi, hein. antibiotiques, etc. Michel Cavenic, est-ce qu'il y a une demande en augmentation voilà, d'une inhumation durable? Alors, il y a plus d'appels simples. Alors, on vous entend Oui. très très mal, donc on va essayer de régler ça. Pardon de vous interrompre, mais là, le son est vraiment, Oui. complexe. Donc, je vais vous reposer la question. On va voir si ça marche tout de suite. Et sinon, alors, est-ce que vous pouvez réessayer de répondre à la question? Donc, est-ce qu'il y a une demande des familles? Il y a de plus en plus des demandes de famille pour obtenir des obsèques, d'une part responsables et éco-responsables, qui soient beaucoup plus simples et aussi beaucoup moins onéreuses. Mais malheureusement, nombre de sociétés ont une vision donc très financière de ce service funéraire et ne proposent pas des produits tels que des cercueils beaucoup plus simples, sans couches multiples de vernis au polyuréthane, ne proposent pas des techniques de conservation, souvent par l'intermédiaire soit de glace carbonique, soit de lits réfrigérants, mais imposent sans aucune explication des soins de présentation, conservation, thanatopraxie, c'est-à-dire que des injections de 6 à 10 litres de produits formolés qui sont extrêmement dangereux. Et aussi, donc, ces sociétés donc, de pompes funèbres, je dirais, en associant des packs extrêmement onéreux, font passer un message, c'est les obsèques sont extrêmement chères, préparez-vous à payer et très cher donc les obsèques de vos proches. Michel Caton, ça coûte moins cher de choisir finalement des obsèques, je vous ai appelé Gauthier Caton, pardon, oui. Des obsèques écologiques. Est-ce que ça coûte moins cher? Est-ce qu'il y a un argument financier pour finalement proposer aux familles des obsèques traditionnelles? Aucun. C'est ce que vient de dire M. Cavenic. Oui, bien sûr, mais c'est son point de vue. Ouais. Aujourd'hui, aucun. Concrètement, on a toujours eu des produits d'entrée de gamme. En fait, toute famille en France est impactée par un décès. Ouais. On sait que toutes les familles françaises n'ont pas les mêmes moyens. Historiquement, les opérateurs funéraires ont toujours répondu aux familles démunies de ressources ou avec des faibles ressources. Donc il y a toujours eu des produits d'entrée de gamme en cercueil plutôt simples. Les différentes couches qu'on peut évoquer, forcément plus un produit est travaillé, plus il est cher, mais donc moins le produit est travaillé, moins il est cher. Et on a des produits d'offres de base avec des peu de vernis ou pas de vernis. Et en fait, finalement, où on associe le coût à l'écologie, parce que le produit est moins travaillé sur son process industriel et sur le nombre de finitions. Ensuite, sur la partie purement coût financier, un sujet que M. Cavenic évoque souvent, c'est le coût des soins de conservation, qui est un coût qui est de l'ordre de 350 à 400 euros, 450 euros selon les régions. Aujourd'hui, c'est une pratique qui évolue de 1 à 1,5% chaque année. Non pas parce que les professionnels sont des gens qui cherchent à performer en termes de vente, simplement c'est parce que les familles, au fur et à mesure qu'elles font appel à ce genre de procédé, pour les défunts à venir, nous demandent le procédé. Parce qu'en fait, une des étapes importantes du deuil, c'est le recueillement auprès du proche. Et la dernière image est une image importante. Et seuls les soins de conservation aujourd'hui, au-delà de la conservation, mais on parle bien de présentation, sont efficaces. Alors, quelles sont les alternatives si on rentre un petit peu dans les détails de ce qui se fait en France notamment? Il y a des cimetières naturels ou cimetières bio, c'est ça? On les appelle comme ça? Alors, notamment à Souchet, je crois que j'ai vu en Nouvelle-Aquitaine. Il y a un cimetière naturel qui a ouvert ses portes en 2014, qui accueille aujourd'hui 136 défunts. Donc les caveaux en béton sont interdits, les cercueils sont forcément en bois simple, non vernis, non traités. Les urnes sont dans des matériaux biodégradables et ils acceptent également les cercueils en carton. Donc il y a une nouvelle offre qui s'organise, c'est notamment celle-là? Alors les collectivités d'une manière globale réfléchissent à faire évoluer leur cimetière et sur un plan usager et sur un plan pollution. Sur un plan usager, c'est le fait de s'orienter vers des cimetières boisés, parce que les familles sont de plus en plus à la recherche de ce genre d'environnement. C'est vrai que les allées de cimetières sans arbres, sans bancs, c'est pas agréable. Les
cimetières paysagers sont du coup beaucoup plus bucoliques et beaucoup plus agréables en termes d'usage et de visite en famille en tout cas. Des mairies commencent à vouloir aller vers du zéro inhumation de bois polluants avec des solvants, pas de caveaux, etc. Aujourd'hui, c'est une demande, c'est très bien. Que des collectivités commencent à se poser la question, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'études réelles sur la pollution produite dans les cimetières. Est-ce que ce sont les produits médicamenteux? Est-ce que c'est le caveau? Est-ce que c'est le bois? Il n'y a pas d'études réelles aujourd'hui. Michel Cavenic, il y a aux États-Unis, dans l'État de Washington, la possibilité de choisir le compostage humain. Alors, ça peut choquer, c'est depuis 2019. C'est interdit en France pour le moment. Alors, effectivement, c'est interdit en France. Est-ce que, là aussi, c'est un mouvement qui vous semble en cours, c'est-à-dire de carrément abandonner le cercueil? Il devrait pas de proposer autre chose uniquement que l'inhumation en cimetière ou la crémation. Il y a des techniques qui sont adoptées, qui sont éco-responsables à l'étranger, que l'on peut obtenir, mais malheureusement, il y a aussi le puissant lobby donc funéraire qui existe en France, extrêmement conservateur et qui n'accepte pas et qui met un frein à tout ce qui est nouveau, aussi bien en tant que service qu'en tant que produit. Et ça, on l'a bien vu, mettons, avec de nouveaux cercueils, les cercueils en carton, puisque très peu d'entreprises actuellement donc, proposent aussi ce type de produit. Michel Cavenic, effectivement, le problème, c'est donc la législation, parce qu'on voit qu'il y a des innovations en la matière, notamment pour neutraliser la pollution générée par les cadavres. J'ai fait mes petites recherches, l'aquamation, la promession, la réduction du corps en compost, l'assainissement des chairs par des champignons. C'est des choses qui peuvent effectivement fonctionner, mais pourquoi? Donc ça bloque au niveau des lois, c'est ça? Alors, ceci bloque, étant donné naturellement que ce sont des pratiques qui permettraient aux obsèques d'être beaucoup moins chères et d'éviter des techniques donc, de crémation, comme vous l'avez dit, donc en favorisant l'aquamation ou d'autres techniques qui sont beaucoup plus simples, moins onéreuses et beaucoup plus éco-responsables, je dirais, qu'une simple crémation. Mais je le répète, il y a véritablement donc un lobby depuis très longtemps, puisque l'Association française d'information funéraire existe maintenant depuis 30 ans, pour freiner tout ce qui peut être nouveau et surtout ne pas pouvoir permettre d'avoir des obsèques moins onéreuses. Bon, allez, un mot de réponse. Vous avez déjà répondu une première fois tout à l'heure, Gauthier Caton. Est-ce que c'est finalement votre business qui freine cette demande d'obsèques? Alors, j'aimerais répondre oui, mais ce n'est pas le cas. Pour ma part, j'étais il y a 2 ans à Montréal pour visiter des centres d'aquamation et je suis partisan de l'aquamation. Aujourd'hui, l'aquamation, si on parle de ce procédé-là par exemple, en effet, il évite le cercueil, mais en même temps, il faut bien un cercueil pour une cérémonie. Donc en fait, il y a une location de cercueil. Donc d'une manière ou d'une autre, les pays, l'aquamation est le procédé le plus développé. L'aquamation, c'est la liquéfaction du corps dans un produit hydroalcaline avec du sodium et du potassium. Donc c'est-à-dire que le corps est dissous et en fait les restes osseux sont transformés en cendres, comme une crémation pour finir. Sauf que la machine coûte 3 fois moins cher qu'un four crématoire et ne consomme pas de gaz. Donc du coup, en effet, c'est bénéfique sur un plan environnemental. C'est pas moins coûteux au final parce qu'il y a une location de cercueil quand même. Et c'est pas pour ça qu'on ne le fait pas. C'est parce qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir faire évoluer les lois de manière considérable sur le fait qu'on ne soit pas obligé de fournir un cercueil et qu'on puisse rouvrir un cercueil, ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup. Le temps a et vous êtes venu en plus avec votre miel très vite, il vient d'où ce miel? Alors, simplement au niveau du groupe, aujourd'hui, on a mis en place des ruches dans tous nos centres funéraires. Vous pouvez le montrer à côté pour pouvoir justement faire sensibiliser les familles sur l'impact environnemental. On a mis en place également des bornes électriques et on replante des arbres à chaque défunt. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. Bon, après la mort, on s'offre un bain de jouvence. Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est celle de Cosette Vivier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Botaki. C'est une box qui reconnecte les enfants à la nature. Ça veut dire qu'ils sont un peu perdus, ils ne savent pas reconnaître des fruits, des légumes, c'est ça? Oui, en fait, c'est vrai que
la société est de plus en plus urbaine, la société mondiale, et on a malheureusement des futures générations qui ont une vision industrielle de leur alimentation. On a par exemple en France 87% des enfants de 8 à 12 ans qui ne savent pas reconnaître une betterave et un enfant sur 4 qui ne sait pas que les frites viennent des pommes de terre, alors que pourtant ils en mangent Les frites, régulièrement. ça vient des patates. 1 sur 4 Mais non, Ouais. ça vient des patates, les frites? Oui, Tu Thomas. savais, toi? Oui. Bon, allez, j'arrête de blaguer. Donc, vous avez créé quoi? Une box? C'est quoi l'offre que vous proposez? Alors déjà, notre mission, c'est à la fois de sensibiliser les futures générations à la préservation de la planète, à une meilleure alimentation et aux bienfaits de la nature. Ouais. Et donc, comment on s'y prend? On propose des kits sur la nature que l'enfant reçoit tous les 2 mois dans sa boîte aux lettres. À partir de quel âge? C'est entre 4 et 10 ans. D'accord. Donc tous les 2 mois dans sa boîte aux lettres. Et donc on va y retrouver une activité manuelle et un carnet d'explorateurs interactif. Donc le carnet, c'est celui-ci. Et le kit ressemble à ça. D'accord. Il y a quoi dedans? Alors, Donc vrai. l'activité What? manuelle et ce petit carnet d'explorateurs. Donc chaque thématique est liée à la nature. On peut avoir par exemple le zéro déchet, des semis de saison, une activité sur les insectes, la green guérilla, bien d'autres encore. Et ensuite, c'est la tribu Botaki qui va accompagner l'enfant dans sa découverte de la nature. Donc ce sont des petites créatures magiques qui représentent l'esprit des plantes. C'est ce que vous avez avec vous, là? Alors ça, Petit totem. c'est un objet qu'on peut ajouter à son Vous pouvez le abonnement. montrer? Ça s'appelle le totem magique. Ouais. Et c'est un objet connecté que l'on plante dans la terre et qui va permettre à l'enfant de communiquer avec sa petite pousse au travers d'un avatar virtuel au sein de l'application. Et l'avatar, c'est un Botaki qui va réagir en fonction de l'entretien que l'enfant apporte à sa plante dans la vie réelle. Donc D'accord. concrètement, par exemple, sur cette image-là, Ouais. le Botaki a besoin de plus de lumière, donc c'est la plante qui a besoin de plus de lumière. Donc l'enfant va pouvoir déplacer sa plante plus au soleil et il verra directement le résultat de ses actions sur le Botaki. Oui, il faut avoir un smartphone. Alors, Ou une tablette. Oui. Sur le totem, ça nécessite la tablette. Pour les kits, pas forcément. Donc, l'objectif, c'est de renvoyer les enfants dans le jardin, quoi. Ou dans la Exactement. forêt. de C'est faire vraiment- venir le jardin chez soi, notamment pour ceux qui n'ont pas de jardin, du coup, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, on propose vraiment, en ce qui concerne les graines, c'est des graines qui sont cultivables même en appartement, proche d'une fenêtre. Et l'idée, c'est de venir dans leur univers, les attirer par l'univers lié au Botaki et au storytelling, et aussi par les petits jeux, pour les intéresser à la nature et surtout prendre conscience de la nature qui les entoure, mieux la comprendre pour mieux la respecter. Comment vous avez eu l'idée? Puisque ça s'appelle Smart Ideas. Eh bien, tout simplement en voyant l'évolution de la société, en voyant que nous sommes de moins en moins connectés à la nature. On a souhaité vraiment restaurer cette transmission qu'on pouvait avoir auparavant grâce à nos grands-parents qui pouvaient nous sensibiliser au travers du potager, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne savent pas que les pommes poussent dans un arbre, mais en même temps, on ne peut pas leur reprocher puisqu'ils ne sont tout simplement pas connectés. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret avec ce que vous avez rapporté ici, là, par exemple, dans cette box? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, dans cette box, en fait, on a une activité Radis. radis. Donc, l'idée... Vous livrez le beurre salé avec? Alors, on a des graines bio de radis, Ouais. on a des palets de terre et on a des petits pots à fabriquer soi-même directement dans l'emballage. Ok. Donc, c'est 2 petits pots, sans colle, juste du découpage et du pliage. Et l'enfant peut décorer son petit pot comme il le souhaite. Après, il est accompagné par le petit guide dans lequel, en fait, on va retrouver des petits jeux, les différents explications, radis, sur les- l'histoire du radis. radis, etc. C'est une super idée. C'est pour vous, ça? C'est ludique. Alors moi, mes enfants, ils sont un peu grands Non, maintenant. pour Je vous, pense que c'est Thomas, ça. pas pour moi, vos je suis nul. enfants. Moi, je suis incapable C'est de pour ça, reconnaître. voilà, reconnaître un radis. un céleri, par exemple, c'est compliqué. Bref, donc je vais m'abonner. Ça coûte combien, tiens, d'ailleurs? Alors, c'est 22,95 € tous les 2 mois donc, D'accord. pour le kit. Et ensuite, si on veut ajouter le totem magique à son abonnement, c'est 40 €. Et en ce moment, on a une offre spéciale donc, pour cette fin d'année avec le totem offert pour 1 an d'engagement. Eh ben voilà, merci beaucoup. Merci Cosette Vivier. Bon vent Merci. à Botaki. À bientôt sur Bismart. Je crois que c'est la fin de cette émission. C'est la fin de la semaine Et je également. crois que c'est le week-end qui commence. Alors, bon week-end à vous, Bon Thomas. week-end. Salut. À lundi.